Alors, je vous demanderai de retourner à vos places pour qu'on recommence la prochaine conférence. Alors, je vous laisse quelques secondes. Est-ce qu'on m'entend bien en arrière? Oui, je parle assez fort. Des fois, je ne parle pas assez fort. Hein. On va s'assurer que tout le monde comprend. Donc, on va recommencer les conférences. Donc, notre prochain conférencier, c'est M. Nicolas Paradis. Alors, Nicolas est ergonome certifié CCPE et fondateur d'Ergonox. Non, ErgoKinox, excusez-moi. Bon, ErgoKinox, une firme spécialisée en prévention ergonomique depuis 2006. Donc, avec près de 20 ans d'expérience, il accompagne des entreprises partout au Québec dans l'intégration des solutions concrètes en ergonomie. Formateur et conférencier, il est reconnu pour sa capacité à transformer la théorie en pratique efficace et pour son approche humaine et participative. Alors, Nicolas. Merci. C'est bon, merci. Bon matin tout le monde. Donc, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. C'est ma deuxième année comme présentateur là, au SST Québec. L'année passée, mon collègue Hamza et moi, on avait présenté sur les innovations ergonomiques là, dans les dernières années, donc le computer vision, les exosquelettes, les capteurs. On s'était mis tout ça en 40 minutes. Là. Ça avait été un bon tour de manège. Les gens saignaient du nez, je pense, à la fin, là, en avant. Donc, ça avait été très, très rapide. Donc là, aujourd'hui, j'ai promis à Nathalie qui me suit là, de rester dans mon temps. Donc, je vais m'en tenir à ce qu'il y a sur l'écran. Donc, mon nom, c'est Nicolas Paradis. Je suis ergonome certifié CCPE. Donc, on intervient ErgoKinox partout là, dans la province, même un peu à l'extérieur de la province chez des clients québécois, donc en ergonomie. Donc, essentiellement, aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous proposer une vision différente un peu, une vision des fois peut-être là un petit peu en parallèle avec ce que vous vivez sur le terrain, donc de faire ressortir un peu la théorie qu'on connaît, puis des fois la pratique qu'on voit sur le terrain lorsqu'on parle des enjeux ergonomiques. J'ai entendu tantôt là, les gens de Canam qui ont fait une excellente présentation, là, donc je ne sais pas si Karim est là, il était là. Donc, tantôt, tu as dit, là, évidemment, là, moi, j'y vais pour essentiellement. Je pense que je suis capable de te battre. Je vous prépare. Je pense que je suis capable de le battre. La première chose que je veux discuter avec vous, c'est quatre concepts que je veux mettre l'accent. C'est changer la façon de voir le niveau de risque. On a eu une bonne présentation sur le niveau de risque lorsqu'on parle de risque ergonomique, de risque biomécanique, mais des fois, les paramètres vont changer un peu. Donc, c'est un des points que je veux discuter avec vous. Le prochain, remettre en question certaines approches bien établies. L'idée n'est pas de vous dire que vous ne faites pas les bonnes choses. L'idée est juste des fois de mettre un peu quatre sur table. Donc, lorsqu'on parle de recommandations, lorsqu'on parle de solutions, lorsqu'on parle d'innovation ergonomique, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? Qu'est-ce qu'il faut porter attention un petit peu? Et je vais mettre beaucoup l'accent sur la compréhension des limites, des angles morts, des points de vigilance qui sont associés aux solutions rapides. En ergonomie, on a souvent le piège des fois sauter sur des solutions rapides. Tantôt, Karim disait, on veut faire attention pour pas être juste sur des quick wins, sur partir un petit peu plus sur des projets plus à long terme puis de les mener à terme, mais c'est un peu le point que je vais aborder aussi sur cet aspect-là. Finalement, de réfléchir sur l'importance d'agir au bon endroit, de bien comprendre la réalité de vos travailleurs, de bien comprendre la réalité, la source du risque. Je pense que c'est essentiel pour faire des interventions qui sont assez importantes lorsqu'on parle d'ergonomie. Des constats récurrents. Donc aujourd'hui, je ne voulais pas parler de problèmes ou je ne voulais pas faire des reproches ou dire, ben ça, il faut faire, vous ne faites pas ça comme il faut. L'idée, c'est de voir ça comme des opportunités d'amélioration. Donc, on essaie de parler des fois dans un langage plus positif. Donc, un client m'avait dit à un moment donné, nous, ici, on n'a pas de problème. Ce qu'on a, c'est des opportunités d'amélioration. Donc, je vous amène à avoir cette réflexion-là lorsqu'on va parler des enjeux ergonomiques. Toute ressemblance avec votre réalité, toute ressemblance avec votre milieu de travail, mais ça peut vous faire penser à des choses. Certains points que je vais vous amener, l'objectif derrière ça, c'est de vous faire réfléchir sur est-ce qu'on le fait de la bonne façon, puis est-ce que des fois, il y a d'autres angles qu'on peut regarder, mettre d'autres lunettes pour regarder certaines situations. Pour respecter mon temps, je me suis gardé trois opportunités d'amélioration sur lesquelles je pense que les entreprises doivent porter attention. La première, c'est prioriser les réels enjeux. On vient de parler d'analyse de risque. L'analyse de risque, c'est important, puis c'est important aussi en ergonomie. Trop souvent, lorsqu'on parle d'ergonomie, on met l'accent beaucoup sur les accidents de travail, sur les troubles musculo-squelettiques. Donc, c'est un des points, je vais vous parler avec vous, des indicateurs ergonomiques qui peuvent être des situations qui peuvent être présentes dans l'environnement de travail
qui pourrait vous montrer que même si ce n'est pas un poste sur lequel vous avez eu des réclamations, vous n'avez pas eu de réclamation, pas eu d'événement sur ce poste-là, ça ne veut pas dire que c'est un poste qui ne présente pas de problématique. Pensez au-delà du court terme. Très souvent, les entreprises n'ont pas le choix dans un plan stratégique, dans les objectifs qui sont fixés par le corpo, de dire hey, moi, il faut que je mette des choses à court terme, je n'ai pas de budget, je n'ai pas, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse à ce niveau-là? Donc, changer un peu peut-être cette réflexion-là, puis finalement, prioriser l'impact, pas la facilité d'implantation. Trop souvent, en ergonomie, quand on discute avec des clients, moi, j'ai l'impression qu'ils mettent davantage l'accent. J'ai une entreprise, moi aussi, là, je comprends le principe, mais sur la facilité d'implantation plutôt que sur l'impact projeté. Donc, lorsqu'on ne connaît pas l'impact projeté d'une solution, lorsqu'on n'anticipe pas adéquatement l'impact projeté, mais on peut s'enligner vers des décisions qui ne sont pas toujours judicieuses à ce moment-là. Donc, l'opportunité numéro un, prioriser les bons postes ou les bonnes tâches où intervenir. Mais le cas typique, l'entreprise typique qu'on va rencontrer, qu'on va voir souvent, c'est on priorise uniquement selon les statistiques d'accidents. Donc, je vais entendre, par exemple, un directeur de production, une personne de ressources humaines, peu importe, qui va dire bien, ce poste-là, dans le fond, on n'a jamais eu de problème là. Donc, un peu comme tu disais tantôt, il n'y a pas de problème sur ce poste-là, on n'a jamais eu de réclamation, jamais personne ne nous a parlé de ce poste de travail-là. Il faut être prudent par rapport à ça. Pas à cause qu'on n'a aucun accident déclaré à un poste, que c'est automatiquement un poste que le risque est jugé faible, surtout lorsqu'on parle des troubles musculo-squelettiques. Quand on parle des troubles musculo-squelettiques, vous n'êtes pas sans savoir que c'est beaucoup des blessures qu'on appelle des blessures cumulatives, qui se développent au fil du temps. Donc, lorsqu'on parle de blessures qui se développent au fil du temps, mais essentiellement, si la personne a passé 3 mois, 4 mois, 5 mois sur le poste, il est possible que vous n'en ayez pas entendu parler, mais un dommage pouvait se créer au fil du temps. Donc, souvent, pas à cause qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de réclamation sur un poste, que ça ne veut pas dire qu'il y a une absence de risque à ce moment-là. Il faut rechercher d'autres indicateurs, d'autres symptômes d'un enjeu ergonomique potentiel sur la station de travail. Je vous ai mis quelques exemples ici. Un taux de roulement élevé. Donc, un taux de roulement élevé, les gens quittent rapidement ce poste-là. Des fois, la difficulté d'attirer des travailleurs sur ce poste de travail-là. La réalité, c'est que vous avez affiché un poste, puis il n'y a pas un des travailleurs syndiqués qui est allé mettre son nom sur la liste. Je ne veux pas faire de l'agisme, je ne veux pas faire du sexisme, mais un poste où il n'y a pas de travailleurs plus âgés, un poste où il n'y a pas de travailleurs, il n'y a pas de travailleuses sur cette station de travail-là. Ça peut être aussi des indices que c'est un poste où les enjeux ergonomiques sont plus importants, les exigences physiques sont plus grandes. La productivité qui diminue. La productivité peut être un indice de la fatigue des travailleurs. Lorsque la productivité diminue au fil de la journée, lorsque la productivité diminue même au fil de la semaine, ça peut être un indice qui va faire en sorte de montrer hey, peut-être que mes travailleurs sont fatigués, peut-être que mes travailleurs, dans le fond, à la fin de la journée, ils n'ont plus la capacité de maintenir le même rythme. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas la marge de manœuvre suffisante. On est près des capacités maximales qu'ils peuvent fournir sans créer une douleur. Des procédures non respectées. Puis ça peut nous amener à du temps supplémentaire. S'il y a beaucoup de temps supplémentaire sur un poste de travail parce que les gens ne sont pas capables de suivre la productivité visée, ça peut être un indice. Je ne vous dis pas que c'est automatiquement ça, mais ça peut être un indice. Même s'il n'y a pas d'accident, on doit porter attention un peu à ça. Puis finalement, les procédures non respectées. Pourquoi le travailleur ne fait pas la tâche de cette façon-là? En ergonomie, il y a un adage qui dit que les travailleurs n'ont pas toujours raison de faire telle chose de telle façon, d'utiliser telle méthode de travail. Mais si on les questionne, ils ont une raison de le faire comme ça. Ils ont un motif de le faire comme ça. Puis souvent, ça peut être des enjeux ergonomiques, des difficultés posturales, des enjeux qui sont liés à la force, peu importe, qui sont plus difficiles. Donc, l'important, c'est de voir ces indicateurs-là comme des potentiels enjeux ergonomiques lorsqu'on parle de situations problématiques sur un poste de travail, même s'il n'y a pas de réclamation associée à ce poste de travail. Les entreprises qui sont davantage dans un contexte réactif versus proactif, on va en reparler à la fin, mais on est dans des situations souvent où c'est des entreprises qui vont uniquement réagir quand il survient quelque chose. Et dans ce contexte-là, on est inévitablement dans un contexte dans lequel notre marge de manœuvre est plus limitée. Il faut faire à court terme. On n'a pas su anticiper le risque qui se passait là. Donc, à ce moment-là, on doit se retourner vite. Parce qu'est-ce que je peux faire rapidement à court terme pour corriger? Plus je suis à court terme, plus je suis dans une situation que je dois faire rapidement. Très souvent, la marge de manœuvre financière, ressources humaines, etc. est limitée, ce qui va faire qu'on va choisir des solutions qui sont plus à court terme. À l'inverse, lorsqu'on est dans un contexte où les entreprises sont plus dans un contexte qu'on appelle proactif, donc une stratégie dans laquelle on tente d'anticiper les risques, l'objectif à ce moment-là, c'est de voir c'est quoi les postes de travail, c'est quoi les stations de travail qui sont les plus problématiques,
Et même si j'ai une réclamation, par exemple, à l'expédition, si je juge que c'est un poste de travail qui est plus problématique par mes analyses de risque à l'emballage, par exemple, mais on va peut-être mettre plus de temps et d'argent sur le poste à l'emballage, même si j'ai eu une réclamation à l'expédition, puisque l'analyse de risque peut montrer qu'un poste de travail représente un risque plus important ou moins important. Donc, le changement entre une stratégie proactive puis la stratégie réactive, c'est souvent, dans le fond, un contexte dans lequel l'entreprise va tenter d'anticiper les réclamations, de faire vraiment une situation dans laquelle ils vont être en mesure de voir où sont les risques les plus importants, où est le potentiel de risque ergonomique le plus important, puis c'est là qu'on va venir faire une intervention qui est plus structurée. Donc, la transition, elle n'est pas facile parce que des fois, c'est de dire, même s'il y a une réclamation là, on ne dit pas qu'il est plus prioritaire, mais c'est peut-être pas le seul qu'on va traiter ou c'est peut-être pas le premier qu'on va traiter à ce moment-là. Les outils, mais ça passe par l'analyse de risque. Comme Madame a mentionné, dans le fond, ça passe par cet aspect-là. Essentiellement, lorsqu'on parle d'une analyse de risque, on ne parle pas de faire une étude ergonomique approfondie sur chacun des postes de travail. Comme Madame a dit, je pense que c'est important d'impliquer vos travailleurs dans cette démarche-là, d'impliquer le comité santé sécurité au travail, ce qu'on appelle aussi les ergogroupes, peu importe, mais vraiment d'avoir une démarche structurée à l'interne dans l'objectif, dans le fond, que les gens qui performent, qui effectuent les analyses de risque connaissent bien la station de travail sur laquelle ils vont venir travailler. Il existe une panoplie, dans le fond, d'outils qui sont disponibles gratuitement sur Internet pour faire vos analyses de risque. Il y en a des outils maison, il y a des listes de vérification, il existe la grille jaune, la grille rouge du Washington State. La CNESST, il y a plusieurs années, avait traduit la méthode QEC, qui est un bon outil pour faire des analyses primaires. Ce n'est pas des études ergonomiques approfondies, mais ça vous permet de créer une carte du risque à l'intérieur de votre entreprise pour voir, bon, mais c'est quoi les postes de travail qui sont les plus problématiques, c'est où que mon énergie devrait se concentrer. Puis à ce moment-là, mais vous pouvez mieux débattre peut-être de dire que même si j'ai une situation sur laquelle je n'ai pas eu de réclamation là, je devrais peut-être porter un petit peu plus attention à cette station de travail-là. Puis un autre outil pour vraiment avoir une bonne connaissance lorsqu'on parle un petit peu plus d'anticiper les risques, mais c'est de favoriser la déclaration rapide des symptômes des troubles musculo-squelettiques, puis de documenter cela. À partir de ça, on est en mesure, dans le fond, de créer, ça peut être un algorithme comme celui-là. Dans le fond, vous avez vos réclamations, vous avez les inconforts déclarés. Donc, peut-être qu'il n'y a personne qui a fait de réclamation à la CNESST, mais il y a 2 travailleurs qui ont déclaré des douleurs au dos sur votre station de travail. Puis quand vous avez fait votre analyse de risque ergonomique sur le poste de travail, mais vous avez des risques aussi. Donc, ça devient, dans le fond, un niveau de priorité qui est variable, tout dépendant des 3 questions. Est-ce qu'il y a des réclamations? Est-ce qu'il y a des inconforts déclarés? Puis est-ce qu'il y a des risques ergonomiques qui ont été identifiés avec les outils d'analyse de risque primaire qu'on a évalués? Donc, à partir de cette grille-là, ça vous permet de créer une échelle de priorité. Ce qui est important, mais cette échelle-là, le piège qu'on tombe souvent lorsqu'on fait des analyses de risque, c'est que ce soit une situation qui soit ponctuelle. Donc, tu sais, des fois, je vais dans une entreprise, les gens ressortent une analyse de risque, puis je n'oserais pas dire que c'est imprimé sur une imprimante à point, j'exagérerais peut-être un peu en disant ça, mais c'est une analyse de risque qui date de plusieurs années. Donc, quand vous avez un système comme celui-là, un algorithme de détermination de l'action prioritaire, mais les réclamations puis les inconforts déclarés, mais essentiellement, ils peuvent évoluer dans le temps. Donc, puisqu'ils évoluent dans le temps, le niveau de priorité du poste de travail peut évoluer aussi. Les risques ergonomiques, mais souvent, c'est important de faire la vérification, de updater votre analyse de risque, surtout quand il y a des changements, nouveaux outils, nouvelles productivités, nouveaux produits sur le poste de travail, ce qui va faire en sorte qu'on est dans une situation qui va entraîner peut-être une modification du niveau de risque auquel sont soumis vos travailleurs. Donc, l'idée, c'est de sortir d'uniquement les réclamations pour baser vraiment vos analyses de risque, mais de vraiment être dans une situation où on prend ces 3 facteurs-là. Il peut s'en ajouter d'autres. Est-ce qu'il y a des enjeux potentiels sur le poste de travail? C'est des situations qui peuvent toucher aussi par la suite. L'opportunité numéro 2, donc le problème numéro 2 qu'on voit des fois, c'est le penser au-delà du court terme. Donc, souvent, moi, ce que j'ai comme des clients qu'on a chez nous, c'est que, par exemple, le corpo, le problème, ce n'est pas le corpo, je ne veux pas dire ça, là, mais le corpo va mentionner, par exemple, à chacune des usines, vous devez définir 4 postes critiques, vous devez trouver 5 postes critiques pour la prochaine année, puis travailler sur ces postes-là. Donc, chacune des usines va définir, par exemple, un certain nombre de postes critiques, puis ils vont leur confier entre les mains l'idée de dire, mais qu'est-ce que tu fais sur ce poste-là? Puis ça doit être fait d'ici la fin de l'année. Donc, parce que l'année prochaine, il y aura un autre objectif qui sera en tête.
Essentiellement, lorsqu'on parle d'une stratégie comme ça, je trouve que ça favorise des fois la mentalité que les entreprises ont. Ça va favoriser davantage une pensée à court terme. Souvent, l'entreprise se retourne, on est rendu au mois de mai, puis là, bon, ben là, c'est bon. J'ai identifié mes 4 postes critiques. Qu'est-ce que j'ai fait sur chacun d'entre eux? Actuellement, rien. Donc là, l'année avance. Donc, qu'est-ce que où je dois porter attention un peu? Qu'est-ce qu'on peut faire rapidement? Qu'est-ce qu'on peut déployer tout de suite si c'était pas hier? Puis qu'est-ce qu'on peut démontrer comme action pour dire j'ai fait quelque chose? Souvent, dans ce temps-là, comme je mentionne, l'urgence prend le dessus sur la réflexion. Donc, on est plus dans le mode qu'est-ce qu'il faut que je peux mettre en place? Puis là, on va être dans une situation où des fois, mais le réel potentiel d'amélioration sur la condition de travail des employés va être plus limité un peu à ce moment-là. Je donne des exemples. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous faites, mais des fois, ça peut être des formations rapides. Une affiche dans laquelle on dit « N'oubliez pas de plier vos genoux quand vous soulevez une charge ». Des situations, dans le fond, qui sont plus des solutions rapides, dans lesquelles ces ajustements mineurs-là peuvent faire un peu plus proche de la sensibilisation plutôt que de la réelle impact sur les conditions de travail. Donc, l'objectif dans ces situations-là, moi, souvent, quand je parle aux entreprises, quand on est plus dans un contexte corpo, ce que je vais dire aux corpos, mais la première chose, il faut comprendre que de définir un réel plan d'action, ça peut être une mesure qu'on a mis en place. Si je veux un poste critique, ça fait 3 ans qu'il revient comme un poste critique parce qu'à chaque année, dans le fond, je fais quelque chose de mineur sans vraiment faire évoluer la situation. Je suis toujours dans des quick wins, mais dans ce temps-là, on est dans un contexte peut-être où on est constamment en train de refaire la même erreur. Donc, peut-être à un certain moment donné, il faut dire hey, c'est quoi réellement le problème sur ce poste-là? Je reprends ce qu'Éric a dit tantôt. On tombe, c'est quoi le processus? C'est quoi qu'on peut venir travailler réellement sur ce poste de travail-là pour agir sur l'ensemble du système? Tu sais, vous connaissez les 5 M, là, la méthode, le milieu, etc., la matière, les matériaux, mais souvent, on met beaucoup l'accent sur la main-d'œuvre, sur les travailleurs, sur la formation. C'est essentiel dans plusieurs champs d'expertise de la santé et sécurité au travail, en cadenassage, etc. Mais lorsqu'on parle ergonomie, c'est essentiel aussi, mais ça ne doit pas être votre seule cible. Parce que si c'est la seule cible, souvent, c'est là que les risques vont continuer. Puis vous êtes victime de votre taux de roulement, que la personne qui a été formée le 12 avril, malheureusement, elle a quitté le 30 avril, fait que le remplaçant, lui, il n'a pas eu la formation. Puis là, ça devient un petit peu plus complexe de faire un suivi à ce moment-là. Donc, lorsque je parle des entreprises qui ont des objectifs de venir travailler sur des postes, pour moi, le meilleur objectif, la meilleure chose qui peut être accomplie, c'est de venir faire un réel plan d'action dans lequel on met des actions à court terme, à moyen terme, puis à long terme. Puis quand on parle des actions à court terme, mais ça peut impliquer des solutions qui vont potentiellement avoir un impact un peu plus limité, mais je sais vers où je m'en vais. Je sais qu'il y a potentiellement des objectifs à moyen terme, il y a potentiellement des objectifs à long terme qui seront là. Mais dans ce plan d'action-là, là, tantôt, c'est vous qui avez la balle là, de tantôt, mais je l'ai rencontré à la salle de bain, j'ai dit « T'as-tu encore ta balle? » Il trouvait ça bizarre quand j'ai demandé ça à la salle de bain. Mais lorsqu'on est dans une situation dans laquelle on a un plan d'action à moyen terme, à long terme, mais le coordonnateur SST, les membres du comité santé sécurité au travail, pour le moyen et long terme, ils peuvent prendre la balle et la lancer à la haute direction. C'est eux qui vont aller négocier des budgets, qui vont aller négocier des ressources pour pouvoir faire certains changements à ce moment-là. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de mettre l'accent lorsqu'on parle d'agir à court terme. Oui, on peut faire certaines actions, mais plutôt que de dire on se concentre juste sur ce qu'on a fait puis on en repart le compteur, faisons une réelle analyse du travail dans laquelle on va vraiment mettre l'accent sur définir un plan d'action court, moyen et long terme. Puis les outils, puis l'importance, c'est ce que disaient tantôt Éric et Karim, c'est d'impliquer les travailleurs. En ergonomie, il y a un concept, là, j'ai vu Claude tantôt, là, on parle souvent en ergonomie, les ergonomes, on adore le principe là, du travail réel, du travail prescrit. Mais en réalité, dans le fond, si vous faites vos interventions, vos réflexions sur comment vous pensez que le travail s'effectue ou comment le travail devrait s'effectuer, vous êtes en partie dans le champ. En réalité, vous devez faire vos interventions, vous devez faire votre analyse sur comment le travail s'effectue en réalité. C'est là que vous allez avoir un réel impact si vous intervenez sur comment vous pensez que le travail fait. Moi, un comité ergonomie qui fait majoritairement des rencontres dans une salle, pas le fenêtre, là, me dit souvent qu'il manque un peu les enjeux. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? C'est là qu'on va avoir un réel impact.
discuter avec les travailleurs. Le travailleur ne suit pas la procédure, mais pourquoi il ne suit pas la procédure? Le travailleur, dans le fond, n'adopte pas des bonnes postures, comme on entend souvent, n'adopte pas des comportements comme on souhaiterait les méthodes de travail, mais c'est là qu'on met l'accent un petit peu plus sur le pourquoi derrière ça, de rechercher les causes fondamentales. Les causes fondamentales vont vous amener vers des solutions qui sont pas mal plus adaptées à votre situation. Puis les causes fondamentales vont vous amener à des situations qui sont peut-être plus adaptées, qui vont demander plus d'investissement, mais c'est là qu'on les met dans notre stratégie à long terme. On ne les met pas pour demain matin, mais au moins on ne les oublie pas en pensant que juste le court terme va régler la situation. Finalement, l'opportunité numéro 3, présenter les recommandations en fonction de la facilité d'implantation. Je ne sais pas si vous entendez le craquement dans le... Je pense que je vais arrêter de bouger ou c'est un indice qu'il faut vraiment que je me remette au vélo, mais, mais en tout cas, ça craque où je bouge. Donc, l'opportunité numéro 3, c'est vraiment de présenter les recommandations en fonction de la facilité d'implantation. Moi, là, essentiellement, je suis toujours dans un contexte où je me mets dans la peau du client, je me mets dans la peau de votre milieu de travail quand on est en intervention. Je comprends que si j'ai une solution que ça vous permet, qui est facile, vous avez besoin de, vous pouvez garder la balle puis implanter cette solution-là. Je comprends qu'elle est toujours plus facile à mettre en place que si la balle, je dois la pitcher à mon boss, puis que mon boss va probablement être obligé de retirer cette balle-là à son boss, puis que ça ne sera pas fait à court terme. Mais en réalité, ce qu'il faut avoir, c'est que toute solution qu'on vient implanter, à mon avis, c'est important que l'entreprise sache l'impact potentiel de cette solution-là. C'est là que l'importance, dans le fond, que l'entreprise soit en mesure de vraiment comprendre est-ce que ça va avoir un réel impact, puis si ça a un impact plus limité, mais je vais être au courant de cette situation-là. Donc, une liste de recommandations, ça ne doit pas être tout vu de la même façon, parce que naturellement, l'œil va aller directement dans la stratégie la plus facile. Moi, j'ai 4 enfants à la maison. Là. Quand ils veulent faire les activités la fin de semaine, s'il y en a un qui me parle d'aller au parc au coin de la rue, versus s'il y en a un qui me dit d'aller voir la game du Canadien à soir à Montréal, moi, choisir le parc, c'est pas mal plus facile à mettre en place comme situation. Moi, je suis un gars de Québec, fait que là, tu sais, j'ai quand même mis des couleurs pour vous rappeler d'où je viens pour la game de ce soir, mais je prends pour les Canadiens maintenant. Mais mon fils m'a demandé si jamais le Canadien se rend en finale de la Coupe Stanley contre l'Avalanche, pour qui tu vas prendre? C'est là que je n'ai pas encore répondu à cette question-là. Un exemple typique, mais le réflexe, comme je disais tantôt, c'est de prioriser ce qu'on peut faire facilement. Quand on parle de prioriser des choses qu'on peut faire facilement, mais c'est sûr que c'est souvent des solutions qui sont peu coûteuses et dans lesquelles, dans le fond, c'est plus facile à faire accepter par certaines personnes. Entre parenthèses, nos boss souvent. C'est là souvent qu'on met l'accent de dire hey, la balle, là, je la prends, je l'envoie au travailleur, puis en complément, j'envoie une deuxième balle au superviseur en disant assure-toi que les gars gardent la balle. Mais en réalité, d'un bureau en haut, souvent, mais ils pensent qu'ils ont géré les risques, mais ils n'ont pas nécessairement bien géré le risque. Puis moi, je pense que c'est dans la façon, c'est une opinion personnelle, c'est dans la façon des fois que les ergonomes, puis on vend des fois les solutions aux entreprises dans lesquelles on met tout au même niveau, puis là, mais c'est là que le client peut s'y perdre un peu à ce niveau-là. Donc, ce qui est facile à faire n'est pas toujours ce qui a le plus d'impact. C'est vraiment le principe de base. Vous connaissez cette hiérarchie-là des solutions lorsqu'on parle de santé et sécurité au travail. De façon là, très, très humble, là, chez Ergoquinox, on l'a modifié un petit peu pour la rendre plus en striatrée avec l'ergonomie, pour voir que tout ce qui se situe dans le haut de la pyramide, c'est ce qui a le plus d'impact lorsqu'on parle d'ergonomie. Puis quand on descend dans cette pyramide-là, mais il y a moins d'impact. Donc, tu sais, le premier lieu, mais c'est l'ergonomie de conception. On s'entend, l'ergonomie de conception. Si j'intègre l'ergonomie dans la conception d'un nouvel environnement de travail, je suis en mesure d'anticiper fort probablement les risques, puis qu'il n'y en ait pas du tout. On tasse l'ergonomie de conception, on s'en va en ergonomie de correction, mais lorsqu'on parle d'ergonomie de correction, mais comme dans la pyramide précédente, la première étape, c'est vraiment l'élimination du risque à la source. Qu'est-ce que je peux faire, dans le fond, pour venir éliminer ce risque-là auquel mon travailleur est soumis, qui va faire en sorte que je suis dans une situation dans laquelle je prends en charge le risque. Sinon, si je ne suis pas capable de faire ça, ce qui est la majorité du temps, j'ai mis un petit robot, ça peut être l'année passée, je parlais des cobots, là, des robots collaboratifs. On commence à en voir dans les entreprises, mais il faut s'entendre qu'il y a un coût d'implantation associé à ça, donc on ne peut pas voir ça partout. Quand on n'est pas capable de faire ça, mais la deuxième idée, c'est la modification de l'équipement. Modification de l'équipement, c'est quel petit changement je peux faire sur le poste de travail, petit ou moyen changement sur le poste de travail, qui va faire que mon travailleur va encore être soumis à des risques, mais va être dans une situation dans laquelle je vais réduire l'intensité du risque à ce moment-là.
Si je ne suis pas capable d'aller dans ces deux stratégies-là, mais il y a la stratégie de réduire le temps d'exposition, la fameuse rotation de poste de travail. Si un travailleur est soumis à une station de travail 8 heures par jour, fait certains changements dans l'organisation du travail, les travailleurs peuvent être soumis maintenant 4 heures par jour sur ce poste-là. Mais si je suis moins exposé longtemps sur un poste, essentiellement, ça va automatiquement m'amener une diminution du risque dans ce contexte-là. Par la suite, plus bas encore dans la pyramide, c'est l'optimisation des méthodes de travail, la formation. Lorsqu'on parle de la formation, mais c'est qu'est-ce que je peux donner comme information aux travailleurs sur la façon la plus sécuritaire d'effectuer la tâche. Et c'est là qu'on ouvre vraiment un chapitre complet. Là, on pourrait partir là, beaucoup de discussions sur cet aspect-là. Il y a une différence entre donner une formation très générique dans laquelle le travailleur ne se reconnaît pas versus donner une formation à la tâche directement dans le milieu de travail dans lequel on lui aide à repérer les risques et on lui montre les différentes stratégies qui peuvent permettre de réduire le risque. Donc ça, c'est sûr que cette formation-là qui est beaucoup plus adaptée au milieu de travail va avoir un impact qui est beaucoup plus grand que la formation qui est générique, qui va parler de comment soulever une caisse quand les gens n'ont même pas de caisse à soulever, qui ne sont pas placés lorsque les gens ne se reconnaissent pas dans ce milieu-là. L'autre niveau en dessous, par après, c'est les équipements de protection individuelle. Puis là, mais quand on pense à ça, on pense beaucoup actuellement en ergonomie aux exosquelettes. L'année passée, mon collègue en a parlé beaucoup. La notion d'exosquelette, c'est une situation qui a un réel impact sur la santé des travailleurs, mais il faut gérer les attentes. Moi, je gère ma vie sur une équation bien simple. S égale R moins A. La satisfaction, ça égale la réalité moins les attentes. Si vous avez l'attente qu'en enfilant un exosquelette, vous allez devenir Robocop, puis vous allez pouvoir soulever des caisses de 40 kilos sans difficulté, vous allez être déçu. Mais si vous avez l'attente que potentiellement ça va réduire un peu votre fatigue musculaire, mais qu'il y aura aussi certains désavantages à certains moments, mais vous allez avoir eu des attentes plus adaptées à la réalité, puis à ce moment-là, il est fort possible que votre satisfaction soit plus grande. Donc, on fait des projets d'implantation d'exosquelettes dans plusieurs milieux à l'heure actuelle. Puis les courbes d'acceptation, elle est très variable en fonction des attentes des gens, puis en fonction de la réalité de leur milieu de travail. Ce n'est pas adapté pour toutes les tâches comme on peut l'imaginer. Puis en bas de la pyramide, mais c'est les stratégies plus passives. Donc là, je sais que des fois, quand je dis ça, là, je brusque un peu des gens qui ça fait partie de leur stratégie chez eux. Si vous vous sentez brusqué là, attendez de voir comment ça va être à la fin. Ça va être je vais en parler un petit peu plus. Mais essentiellement, plus on descend dans la pyramide, plus on est dans une situation dans laquelle l'impact peut être plus limité. En ergonomie, une étude qui est citée depuis longtemps, j'étais aux États-Unis en congrès il y a quelques semaines, puis je participais à une conférence, puis c'était encore ces outils-là qui sont utilisés. C'est juste important de mettre des chiffres sur des valeurs, sur des concepts qu'on connaît. Essentiellement, les travaux de Goggins ont montré, dans le fond, que le retour sur investissement, la diminution du risque, mais elle n'est pas le même lorsqu'on vient jouer dans les différentes catégories de solutions qu'on peut mettre en place. Si j'élimine le risque, mais dans le fond, si c'est le robot qui fait la tâche puis que mon travailleur fait juste opérer maintenant, mais j'élimine le risque, c'est 100% d'impact. Donc, le retour sur investissement est beaucoup plus grand. À l'inverse, dans le fond, si j'ai une approche davantage comportementale, basée davantage sur la formation, mais on est dans un contexte où ça risque d'être peut-être un petit peu plus, le retour sur investissement va être beaucoup plus faible probablement à ce moment-là. Je vous invite, là, on pourrait faire 45 minutes sur ce tableau-là, mais je vous invite à laisser les travaux de Goggins 2018 qui vont vous donner un peu plus d'informations, mais ça aide à présenter les solutions. Moi, si je vais voir un directeur de maintenance dans une entreprise, puis je lui dis, écoute, j'ai 2 convoyeurs à te proposer. Il y en a un qui va t'amener un retour sur investissement de 40 puis il y en a un, là, je te le dis, ça ne marche pas. Puis, pourquoi tu me parles du deuxième? Ça ne marche pas. Mais en ergonomie, ça arrive des fois qu'on prend des stratégies qu'on sait que l'impact va être très limité, malheureusement. Il existe des calculateurs. Là, je vous donne juste un exemple comme ça, je ne rentrerai pas là-dedans, mais des calculateurs qui sont disponibles gratuitement sur Internet. Je vous ai mis la source là. En m'envoyant un courriel, je pourrais vous envoyer la présentation. Là. Mais essentiellement, vous avez le retour potentiel en fonction de ces pourcentages-là. Donc, si je mets en place la rotation, comme vous avez ici la rotation, mais l'impact potentiel est de 15 %.
dans la réduction des réclamations. Si je mets en place une table élévatrice, l'impact potentiel est de 40. Puis si je mets en place un système vacuum, là, un système par aspiration pour manipuler les caisses, mais l'impact est de 70 %. Donc, le temps sur les retours sur investissement en fonction du nombre de travailleurs que vous avez, des réclamations que vous avez eues, c'est des calculateurs qui peuvent vous aider à présenter ça. Parce que s'il y a quelque chose que des fois on ne fait pas assez, c'est présenter le retour sur investissement lorsqu'on parle des interventions en ergonomie. Par la suite, mais c'est de mettre les différentes solutions qu'on a discutées, de les mettre dans des matrices comme ça. On n'a rien inventé, là, une matrice impact-effort, là, comme vous connaissez là. Souvent, c'est là qu'on est en mesure de présenter vraiment un réel portrait de la situation qu'on va rencontrer chez les travailleurs. Je donne un exemple, là. Je ne vous ferai pas croire que c'est une photo que j'ai prise. Là. Vive l'IA, on fait faire des fois des. Je trouve qu'il y a des gens qui se ressemblent sur des bonhommes souvent. Fait que là, si vous l'avez reconnu, vous allez peut-être le voir dans d'autres présentations aujourd'hui. Vous avez un travailleur qui fait de la palletisation manuelle comme ça. Vous faites l'analyse de risque. L'analyse de risque vous marque que vous avez un potentiel de risque d'effort excessif. La caisse est lourde, potentiellement un risque d'effort cumulatif. Donc, vous dites, il faut que j'intervienne sur ce poste de travail-là. Il faut que je fasse des changements sur ce poste de travail-là. Mais si on pense à notre pyramide de tantôt, mais il y a différentes solutions qu'on peut mettre dans cette situation-là. Puis là, je vous laisse penser à laquelle vous auriez choisi dans votre milieu de travail. Puis c'est là qu'on vient, est-ce qu'on pense juste à court terme ou on pense à court, moyen, long terme où on aura un réel impact? Souvent, j'aurais dû les mettre qui apparaissent progressivement, là, mais la meilleure façon d'éliminer le risque à la source, c'est l'automatisation de cette palettisation-là. Maintenant, les robots collaboratifs prennent de plus en plus place dans ces tâches-là. Mais essentiellement, si je mettais en place un robot collaboratif, ce n'est plus mon travailleur qui manipule la caisse, c'est le robot collaboratif, le COBO. Donc, le coût d'implantation est beaucoup plus élevé. Vous allez devoir tirer la balle à quelqu'un qui va probablement la retirer à quelqu'un, puis qui va probablement la retirer à quelqu'un, mais au bout du compte, vous allez avoir une solution qui aura réellement géré le risque. Plus bas un peu, vous avez l'intégration d'un système dans la manutention. Donc, disons un système là, de vacuum pour manipuler les caisses. Donc, là, on sait que ça peut fonctionner dans certaines situations. Puis, il y aura quand même une tâche manuelle associée à ça, mais il y a un effort beaucoup moins important. Donc, ça va avoir un impact. Ou si on n'est pas capable de mettre ça en place, à coût moindre, il y a le potentiel de mettre une installation d'une table élévatrice rotative. Donc, le travailleur, plutôt que de déposer au sol, mais il va déposer toujours à la même hauteur. Donc, je vais avoir réduit le déplacement vertical de la charge, ce qui va faire que le risque d'effort excessif va diminuer. L'effort cumulatif ne va pas diminuer, mais le risque d'effort excessif va diminuer à ce moment-là. Si on n'est pas dans ces catégories-là, on descend dans la catégorie suivante, mais c'est la rotation de poste de travail aux X minutes, donc aux 60 minutes, aux 90 minutes, selon votre organisation du travail. C'est potentiellement un enjeu de relation de travail de la mettre en place, mais on sait que si le travailleur ne fait pas cette tâche-là pendant 8 heures, il la fait pendant 4 heures, mais ça va réduire son temps d'exposition, son nombre de caisses manipulées, donc l'effort cumulatif, le poids total qu'il aura manipulé à la fin de la journée, il va avoir réduit. Donc, essentiellement, ça aura un impact là-dessus. Formation sur la... Là, on descend encore. Formation sur la manutention sécuritaire de charge. Bon, bien, tu sais, on peut dire à Paul et Roger qui sont sur ce poste-là, « Hey, fais attention, on devrait mettre ta palette un peu plus loin. Si tu la mets un peu plus loin, tu vas avoir assez d'espace pour tourner tes pieds. Fais attention quand tu vas porter la caisse d'en bas, de venir te positionner adéquatement. » Donc, une formation à la tâche qui se passe directement. Donc, on va venir sensibiliser à ce moment-là. Si on va plus bas encore, on peut aller vers un essai d'exosquelette. Donc, un essai d'exosquelette, dans le fond, mais peut-être ça va marcher, peut-être ça ne va pas marcher. Peut-être que les gens vont laisser au début, ne vont pas l'adopter. Fait qu'il y a plein de situations, mais ça peut avoir un impact sur cette situation-là. Puis finalement, mais en bas, donc la situation que certaines entreprises vont prendre, bien, faire des exercices d'activation, d'échauffement, d'étirement, peu importe. Mais là, on est plus dans le contexte, je laisse le même niveau de risque sur le poste de travail. Ce que j'essaie de faire, c'est que je suis capable d'augmenter la capacité de mon travailleur à tolérer ce risque-là. Donc là, ce n'est pas une intervention ergonomique, c'est on essaie d'augmenter la capacité du travailleur à tolérer le risque sur lequel on est exposé. Fait qu'essentiellement, vous avez les hiérarchies qu'on a. Donc, plus je suis en haut de la piste, pas de la piste plutôt, mais plus je suis en haut de la liste, je suis dans une situation dans laquelle l'impact va être plus grand. Puis plus je suis en bas, mais il faut savoir que ça a un impact qui est plus limité à ce moment-là. Donc, dans ce contexte-là, mais si je reprends ma matrice effort-impact tantôt, mais ça nous permet, dans le fond, de voir les différentes catégories dans lesquelles je peux me retrouver. Donc, essentiellement, le COBO, qu'on disait, c'est là qui aura le plus d'impact, mais il va être en haut, mais il va demander beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup de démarches, mais c'est là que l'impact va être le plus important.
Tout ce que vous avez dans cette catégorie-là, là, moi, souvent, je l'appelle la catégorie besoin d'approbation. Donc, je reprends l'exemple de nos amis de chez Canam tantôt. Là. La balle, on la lance à plusieurs personnes avant d'implanter ça parce qu'il faut que ça passe par un budget. Mais c'est là que ça, besoin d'approbation, mais c'est les stratégies dans mon moyen long terme que je vais avoir dans mon réel plan d'action que j'ai fait tantôt. Ce que je vais avoir, dans le fond, ici, c'est les situations qui vont avoir un impact peut-être plus important, mais qui vont demander un petit peu moins d'effort. Bon, peut-être que certaines personnes dans la salle vont me dire que la rotation de poste de travail, ça demande quand même un bon niveau d'effort. Ce n'est pas toujours si facile que ça à mettre en place. Moi, souvent, je dis que c'est un peu les lunettes aveugles de l'ergonome. Il dit mettez la rotation en place, puis il s'en va, puis il laisse les ressources humaines gérer ça. Je le sais que ce n'est pas toujours facile pour les ressources humaines de gérer cet aspect-là. Mais ça ici, c'est les solutions qu'on peut dire un peu les quick wins qu'on parlait tantôt qui peuvent être présents. Puis ce qu'on a ici, qui amène dans le fond un impact qui est plus limité, puis ce qu'on a dans le fond qui va amener quand même un effort qui est plus limité, mais qu'on pourrait dire les priorités secondaires, les priorités secondaires qui vont être là. Puis là, ça, j'ai mis ça peut bouger tout dépendant du poste, ça peut bouger tout dépendant de votre situation. J'ai pris un exemple fictif. Donc, ça se peut que la formation, elle s'en vienne ici parce que les méthodes de travail vont avoir un réel impact sur la situation. Donc, tout est relatif à votre situation à vous que vous avez à ce moment-là. Puis là, mais moi, ce que je dis des fois, c'est la partie ici, la partie rouge, c'est la partie avec prudence. Faites attention à ces solutions-là parce que ces solutions-là qui peuvent paraître faciles à mettre en place, mais peuvent avoir des fois un impact qui est un peu dans différentes directions. Peut avoir l'impact sur lequel on va être dans une situation dans laquelle on fait quelque chose, ça n'a pas donné grand-chose. Puis en ne donnant pas grand-chose, est-ce que ça a décrédibilisé votre démarche que vous avez faite? Donc, c'est une situation qui aide des fois à réfléchir sur cet aspect-là. Donc, lorsqu'on parle de la priorité d'intervention, mais c'est là, dans le fond, que juste des fois, il faut faire attention avec la notion d'exercice préventif. Je veux juste vous brasser un peu les idées. L'objectif, ce n'est pas de dire je suis pour, je suis contre, mais c'est juste dans l'objectif de brasser un peu les idées. Quand on parle des exercices préventifs, après 20-25 ans en ergonomie, je vais vous dire que je commence à connaître des fois l'intérêt marqué de certains employeurs à sauter rapidement sur cette solution-là quand il y a des enjeux. Souvent, les gens vont dire hey, ça va se mettre en place assez facilement ou ça, c'est discutable. Demandez à Roger qui ne s'est jamais étiré avant de commencer à travailler, de le convaincre, ça peut être un bon défi. Deuxièmement, mais la littérature a montré que les impacts des exercices d'étirement sur la prévention des troubles musculo-squelettiques, ça a un impact qui est très, très réduit, voire inexistant. Il y a même certaines études qui ont montré le contraire, que s'étirer avant de commencer à travailler, ça pouvait augmenter le risque de blessure. À l'opposé, les exercices d'échauffement peuvent avoir un impact qui peut être plus intéressant quand même dans certaines circonstances. Une chose qui est sûre, puis si ça l'a changé, mais je vous invite à me le transmettre, je vais me faire plaisir de le lire, mais il n'y a aucune preuve épidémiologique d'un impact sur les troubles musculo-squelettiques. C'est souvent perçu par les décideurs, par les gestionnaires, comme une solution facile à mettre en place à court terme. Je vous amène cette réflexion-là. Généralement, les programmes d'activation qu'on va voir en entreprise, 5 à 10 minutes par employé. On va dire, ils vont s'échauffer 5 à 10 minutes, là, puis le programme, il dure 4 minutes, mais je vous le dis, pendant que monsieur, madame s'étire, s'échauffe, là, avant qu'ils reviennent en action sur le poste de travail, c'est plus autour de 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes par jour fois 5 jours de travail. 25 à 50 minutes par semaine fois 48 semaines par année. Ça fait 1200 à 2400 minutes par année. Au bout du compte, ça fait 20 à 40 heures par année. 20 à 40 heures de temps de production que vos travailleurs ne travaillent pas pendant ce temps-là, ne sont pas en action, ne sont pas en temps de production, par année, par personne, à votre taux horaire moyen, fois le nombre d'employés. Est-ce que c'est réellement une solution qui est à faible coût, qui n'a pas un gros impact? J'ouvre la question. Cette solution-là, qu'on sait qu'elle a un impact très limité, qu'on la voit à court terme comme une solution facile à implanter, a-t-elle réellement un impact? Peut-être que la table élévatrice à 12 000 n'est peut-être pas si chère que ça, finalement, quand je compare à cette situation-là. Donc, c'est la réflexion que je vous invite à avoir lorsqu'on parle de l'implantation court, moyen, long terme. J'ai un bac en kinésiologie. Là. Je ne vous dis pas que ce n'est pas bon de s'échauffer avant de faire de l'activité physique, là, mais je vous dis juste qu'il faut être prudent par rapport au réel impact sur les troubles musculo-squelettiques. Donc, est-ce réellement une initiative à faible coût? Donc, en conclusion, on ne voit pas toujours les bons risques.
Je reviens à la présentation là, de ma prédécesseur là, qui a pris le micro à la dernière minute. Merci beaucoup. Donc, lorsqu'on est dans une situation où on n'a pas fait nos analyses de risque, souvent notre regard se tourne directement sur les gens sur les postes qui ont eu plus d'accidents. Mais est-ce que c'est réellement les postes qui représentent le plus d'accidents qui sont les plus problématiques? Potentiellement oui, mais des fois, une bonne analyse de risque va vous permettre de créer une réelle carte du risque. On agit souvent au mauvais niveau. On met l'accent trop rapidement sur les solutions faciles dans lesquelles on privilégie le court terme. Puis si vous donnez des objectifs à vos coordonnateurs santé et sécurité au travail, mais moi, je vous invite, ma recommandation comme praticien, peut-être que l'objectif que vous donniez, plutôt que de mettre une action correctrice en place, si vous ne lui donnez pas la marge de manœuvre puis les ressources pour mettre une réelle action correctrice en place, peut-être que la première objectif à lui donner, c'est fais-moi un réel plan d'action sur ce poste de travail-là. Si tu me fais un réel plan d'action, je vais être dans une situation où peut-être l'année prochaine, je vais être capable de dealer un budget pour corriger ce poste de travail. Donc, souvent, ce n'est pas un problème d'effort. Je pense que tout le monde qui est dans la salle ici a le même enjeu, le même défi, la volonté d'améliorer la condition des travailleurs en santé et sécurité au travail. Mais souvent, c'est un problème de direction, puis notre direction est alignée davantage sur le court terme. Et qui dit court terme dit facilité. Qui dit facilité, souvent dit impact plus limité. Donc, d'être prudent sur cet aspect-là. La prévention efficace agit sur le système, pas seulement sur les individus. Vous connaissez sûrement beaucoup Marc-André Ferron ici, là, c'est quelqu'un qu'on en voit beaucoup sur les médias sociaux. Lorsqu'on parle de santé et sécurité au travail, il met beaucoup l'accent sur les pièges, de uniquement se baser sur le comportemental. Mais je pense que c'est vrai aussi lorsqu'on parle d'ergonomie. Lorsqu'on parle d'ergonomie, on a vu que le potentiel retour sur investissement, lorsqu'on parle de méthode de travail, ça peut être un peu plus limité. Tabarouette, 1 minute 10. Des personnes qui saignent du nez comme l'année passée, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions?